petit a, au domaine entre les espèces 1 et les espèces 2. Parce que l'espèce 1, on avait dit que c'était le manganèse solide, et l'espèce 2, le Mn2+. Donc si on écrit la loi de Nernst associée à ce couple-là, d'accord, à Mn2+, Mn solide, on va voir donc le potentiel standard. Je sais, potentiel standard, je vais pas recopier Mn2+, Mn, c'est sous-entendu ici. Alors, d'ailleurs, la demi-équation électronique, c'est Mn2+, plus 2 électrons égale Mn solide. Donc, la formule de Nernst, 0,06 sur 2 log de la concentration de Mn2+, sur la concentration standard. Alors, numériquement, sachant que cette chose-là, c'est C tracé, puisque C tracé par définition, c'est la somme de toutes les espèces en solution aqueuse, donc c'est Mn2+, et il y a Mn3+, et c'est tout. C'est comme le fer, hein, et c'est environ égal à Mn2+, dans ce cas-là, pour les mêmes raisons qu'avant. Donc la concentration de tracé étant de 10-2 d'après le graphe, donc on trouve une valeur de moins 1,25 volts. D'accord ? Attention, ça, cette valeur-là, ici, elle est lue sur le graphe. Si vous regardez le graphe, la droite horizontale, elle coupe l'ordonnée à moins 1,25 volts. Donc, de toute façon, l'horizontale, donc, elle vaut toujours moins 1,25 volts. Donc, on peut alors en déduire le potentiel standard. C'est donc la valeur lue moins 0,03 log de C tracé sur la concentration standard. Et donc, on en déduit avec la valeur de la concentration standard, moins 1,20 volts. Donc, vous voyez que en lisant sur le diagramme le potentiel du domaine qu'on regarde, on peut en déduire la valeur du potentiel standard. Alors, ce qui changerait en pratique d'un diagramme de pH à l'autre, c'est la valeur de E par rapport à C tracé. Si vous changez la valeur de C tracé, vous changez E, mais vous changez pas le potentiel standard. Comme la constante d'équilibre, hein. Ce sont des grandeurs qui sont tabulées. Alors, pour le deuxième cas, pour le cas B, donc, pour le cas B, là, pour le coup, il faut regarder, donc on cherche le pH de précipitation de MnOH2. MnOH2, on avait dit que c'était le domaine 5. Donc, il faut regarder le domaine de 5. Le domaine de 5, la réaction de précipitation ou de dissolution plutôt, comme ça on ne fait pas d'erreur sur la constante d'équilibre, c'est Mn2+, plus 2HO-. Donc, pour le coup, le KS, ça c'est, là, pour le moment, j'utilise pas encore le diagramme, mais le KS, par définition, c'est Mn2+, fois HO- au carré, sur la concentration standard au cube. Alors, nous, ce qu'on connaît sur le diagramme, ça va être le pH de début de précipitation. Donc, si on veut connaître le pH, on va encore une fois utiliser l'expression du KE. Alors, d'un point de vue dimensionnel, il faut que la concentration standard soit au numérateur. Voilà. On en déduit, on veut quoi, le PKS, sachant que Mn2+, ça va être encore une fois dans cette configuration-là environ égal à la concentration de tracé. On en déduit H. Moi, je vais mettre H sur C0 parce qu'après on va vouloir le pH. Ça nous donne donc la racine KE, le KE qui sort, et la racine carrée de Mn2+ sur la concentration standard. Et donc, d'ailleurs, pourquoi j'ai fait ça? Attendez. Non, il n'y a pas besoin de tout ça. D'ailleurs, j'avais même oublié le KS. Mais bon, c'est pas grave, parce que nous, on veut le KS, donc le PKS. Donc, pour l'idée, on a déjà le KS qui est isolé. Et donc, on en déduit que le PKS, alors attention, c'est moins log de KS. Donc, ça va faire moins log de C tracé sur la concentration standard, plus 2 PKE.
moins 2 pH. Bon, ça, c'est l'expression générale. Alors maintenant, graphiquement, le pH, on le lit et il est indiqué en 8,6. On en déduit la valeur du PKS numériquement. On trouve PKS qui vaut 12,8. Donc vous voyez, l'idée de jongler avec les diagrammes pH, c'est justement pour déterminer ces valeurs-là. D'accord ? On peut même d'ailleurs vous demander, au lieu de déterminer PKS, on vous donne en application dans les données numériques les valeurs du PKS et des potentiels standards. On vous demande de vérifier par calcul qu'on le retrouve bien ces mêmes valeurs en faisant ces calculs sur le diagramme pH. Alors, pour le coup, maintenant, si on fait encore la même chose que le fer, donc stabilité dans l'eau, alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais enregistrer ça. Attendez, je vais aller chercher l'annexe et je vais compléter directement sur l'annexe. Cours, voilà, import, on va faire ça. C'est le fer, ça c'est le manganèse, donc on va faire ça. Hop, on va faire, c'est ça, on va faire. Je le compile, modifier, copier, enregistrer, et je retourne dans le cours, plus, et on va coller. Voilà. Alors, niveau taille, ça va, je peux essayer de l'agrandir s'il faut. Est-ce que vous pouvez augmenter un peu, enfin zoomer un peu s'il vous plaît? Ouais, ok. Alors, donc on va placer les différentes espèces. Donc on avait dit le manganèse solide, Mn2+, Mn3+, MnOH3 solide, MnOH2 solide. Alors, donc les domaines de l'eau. Donc je vais mettre en bleu tout ce qui est eau. Donc on sait que au-dessus c'est du O2 gazeux, au-dessus c'est le droite en pointillé, au milieu c'est l'eau liquide, et en dessous c'est H2, le dihydrogène. Alors qu'est-ce qu'on remarque? C'est que tout ce qui est ici et tout ce qui est là sont des domaines disjoints avec l'eau. Donc si vous utilisez notamment Mn3+, d'accord, par exemple ici, je vais mettre en jaune, là. Donc vous voyez bien que le domaine de Mn3+, qu'est-ce que va faire d'ailleurs attendez, je vais éviter de trop surcharger le schéma. Donc si on s'intéresse à Mn3+, je vais mettre en jaune là, vous trouvez plutôt, en présence d'eau, qu'est-ce que ça va faire? Ça va réagir pour obtenir un domaine commun entre les différents produits. Donc notamment l'oxydant associé à l'eau, ça va être O2. Pour avoir au final, vous voyez bien, Mn2+ qui va être créé. Alors il peut y avoir aussi MnOH2, ça va dépendre du pH. Donc vous voyez que en fait, on va créer un système qui va avoir un domaine commun avec O2 et une espèce du manganèse. Donc là, par exemple, ça peut être du Mn2+, par rapport à ce que je vous ai assuré en jaune. Pour un pH, enfin pour des pH, on va dire assez acides. Mais après, si on continue, on pourrait avoir aussi présence de MnOH3. D'accord ? Donc, vous pouvez noter que Mn3+ n'est jamais stable dans l'eau, peu importe le pH.
Et on peut aussi en discuter sur MnOH3, parce que MnOH3, vous voyez, alors je vais mettre en bleu ici, MnOH3 a un domaine qui est commun à celui de l'eau. Pour des pH, on va dire aux alentours de 6, à peu de choses près. Un peu plus de 6, voilà. Donc vous voyez que MnOH3, vous pouvez dire que MnOH3 n'est pas stable dans l'eau pour des pH inférieurs à 6 et quelques. D'accord, c'est le domaine de stabilité de MnOH3 dans l'eau, il est en bleu. Donc voilà, vous voyez que après, bon, faut adapter. Là, pour le coup, on a fait, c'est un peu peut-être redondant entre le manganèse et le fer, hein, parce que ce sont deux diagrammes qui se ressemblent énormément. D'ailleurs, on peut aussi noter que le manganèse solide a un domaine qui est totalement aussi disjoint avec l'eau. Donc l'eau attaquerait aussi le manganèse dans tous les cas. Monsieur? Oui. C'est-à-dire que du coup, en réagissant avec Mn3+, il n'y a aucune chance qu'on obtienne du MnOH2 du coup? Non. Non, parce que en gros, il faut aussi faire correspondre les nombres d'oxydation. C'est-à-dire que alors nombre d'oxydation, je sais pas, on pourrait prendre de quoi? De l'hydrogène. Oui, c'est ça. Dans l'eau, le nombre d'oxydation de l'hydrogène vaut plus 1. Dans O2, bah, c'est 0 parce qu'il n'y a pas d'hydrogène. Et Mn3+, en Mn2+, faut aussi, quoique, non. Avec mon raisonnement, ça marchera aussi avec MnOH2. Mais non, je pense, en général, ça va, il n'existe pas de couple, si tu veux, Mn3+, MnOH2. Okay. Voilà. Donc Monsieur, maintenant, oui. juste dans le manganèse, les droites totalement à droite du graphe, elles sont parallèles. A priori, oui. Ouais. Comme le fer. Oui, parce que oui, pour le faire c'est parallèle. Donc on devrait avoir une pente, j'imagine, de 0,06, moins 0,06. C'est ce qu'on avait trouvé, je crois. Non, je me souviens plus. Faut essayer de faire le calcul, vous pouvez essayer de le faire, mais vu que le fer et le manganèse, ça ressemble énormément, ça dépend pas le fait d'utiliser du manganèse ou du fer, ça dépend pas ça fera pas intervenir plus ou moins d'ion H3O+. Donc, ça devrait avoir une pente de 0,06 et cette pente-là, ici, elle devrait être, je crois qu'on l'a trouvé 3 fois plus petite, donc moins 0,18. Ok, je me souviens. Alors, maintenant, je voulais rapidement étudier quelques cas particuliers, d'accord? Ce qu'on appelle alors on en a déjà évoqué en exemple, vous avez peut-être vu en TD, en colle ou autre, ce qu'on appelle les réactions de dismutation et de média-mutation. Alors, on verra, c'est la réaction inverse l'une de l'autre, hein, c'est-à-dire dans un sens la dismutation et l'autre c'est la média-mutation. Alors, quelqu'un sait ce que c'est? Quelqu'un peut me rappeler où est-ce qu'on a vu ça, enfin à quoi ça correspond? Avec le cuivre, par exemple. Par exemple, avec quelle espèce du cuivre? Cu, Cu2+, et Cu3+, non? Non, c'était pas C3+, c'était Cu+. Ah ouais, ok. Justement, on va le voir après. En effet, l'ion Cu+ en soi existe, mais il réagit avec lui-même pour donner des espèces qui sont stables. Donc ça, c'est une espèce qui va réagir avec elle-même pour donner autre chose. C'est ce qu'on appelle la dismutation. Alors par exemple, le pH de l'iode. Alors c'est l'annexe 5. Donc si vous regardez l'annexe 5, on remarque quoi? On remarque que il y a plusieurs espèces pour l'iode. Il y a U-, il y a I3-, et il y a IO3-. Alors attention, selon pourquoi j'ai écrit ça comme ça? Selon le diagramme, selon l'étude, on peut avoir I2 aqueux qui apparaît, mais avec les exercices, rappelez-vous, on a déjà fait ça, hein. On sait que le diode aqueux est pas du tout stable en solution. Pourquoi? D'ailleurs, en solution aqueuse, quelqu'un peut me rappeler?
pourquoi I2 aqueux est pas, enfin, dans l'eau, ça réagit pas du tout. C'est pas les propriétés liées aux propriétés polaires. Enfin, du coup, Oui, il c'est est ça, pas polaire du tout. Il C'est ça. est apolaire. I2 est apolaire et l'eau est polaire. Donc la réaction, elle est automatiquement bloquée. Donc I2 en général en solution aqueuse, même si ça réagit un petit peu, c'est I3-. Si vous voulez, l'équivalent de I2, c'est I3-. Donc pour le coup, vous voyez que si on traite les choses comme ça, on a 3 couples différents, si vous préférez. Alors je sais pas dans l'ordre, hein, de toute façon si on peut en déduire, c'est I3-, I-. Il y a IO3-, I3-. Alors pourquoi je sais que c'est dans ce sens-là? Parce que le nombre d'oxydation, vous voyez bien que IO3- est plus haut dans le diagramme que I3-. Donc forcément c'est l'oxydant. D'accord? Et pareil pour I3-, I-. Et on a le domaine, alors attendez que je dise pas de bêtises, IO3-, I3-, I3, I-. Voilà. IO3-, et il y a éventuellement IO3-, I-. Bon. Imaginons que l'on s'intéresse qu'à ces couples-là. Et on trace, comme on l'a fait dans les courbes précédentes, on cherche à déterminer les équations de ces droites. Alors pour le coup, I3- et I-, d'ailleurs, je voudrais noter un cas particulier. Si je vous demandais de calculer le nombre d'oxydation, qu'est-ce qu'on aurait? Nombre d'oxydation de I-, par définition, -1. D'accord? I3-, on trouverait quoi? Moins un tiers. Voilà, -1/3. Ah, ça existe. Alors justement, on va discuter. Et I3-, alors 3, l'oxygène, ça fait, alors étant plus électronégatif que l'iode, donc il va prendre ses charges -2, donc ça va faire -6. -6 plus 1, ça va faire 5 pour le diode. Ça fait nombre d'oxydation de l'iode, pardon, -6 égale -1. Donc ça va faire +5. Alors pour le coup, on voit bien que comme -1 est plus petit que -1/3 qui est plus petit que 5, on a bien l'ordre de bas en haut pour les nombres d'oxydation, donc il n'y a pas de problème. Alors maintenant, d'après vous, d'où est-ce que ça vient ce -1/3? Comment on peut expliquer ça? Qu'est-ce qui fait qu'on a un nombre d'oxydation fractionnaire? Là, il faudrait repartir de la définition. Un nombre d'oxydation, ça serait la valeur de la charge partielle de l'atome si vous le sortez de la structure, d'accord? S'il emporte les électrons autour de lui. Pour le coup, si vous avez une fraction 1/3, par exemple -1/3 pour l'iode, c'est-à-dire qu'il est impossible de définir une charge partielle pour un atome de la structure. Donc en gros, ça veut dire que quand vous avez -1/3, c'est qu'il y a un nombre d'oxydation qui va se balader, enfin des électrons qui vont se balader sur l'ensemble de la structure, d'accord? Donc qui va se répartir sur l'ensemble des atomes d'iode, parce qu'ils sont tous identiques. Et donc on peut pas définir, si vous préférez, un nombre d'oxydation propre à chaque espèce, entier. C'est-à-dire que cette charge qui est ici, là, moins, elle va se répartir sur les 3 iodes, les 3 atomes d'iode de la structure. En réalité, on va pas avoir, si on devait mesurer un nombre d'oxydation, on n'aurait pas -1/3, c'est-à-dire que de temps en temps il y aurait -1, 0, -1, 0, et donc en proportion on aurait -1/3 si on fait un calcul de moyenne, si vous préférez. Donc faut pas vous étonner si on a des fractions, faut juste vous dire que ça veut dire que la charge moins qui est ici, on peut pas l'associer à un atome, aux 3 atomes en particulier, d'accord? C'est assez particulier. Donc pour le coup, lorsqu'on on reprend ces équations-là, d'accord? On écrit les différentes choses. Et là, si vous regardez l'annexe 5, vous avez les 2 droites que je vous ai données en rouge là. D'accord? Donc pour le coup, I3-, I-,
comme ça fait pas intervenir de pH vu qu'il n'y a pas d'oxygène entre les deux, donc pour le coup ça sera une droite horizontale, et vu qu'il y a l'oxygène ici, il y aura forcément besoin de H+ pour pouvoir équilibrer la réaction, d'accord, vu que vous rajoutez de l'eau. Donc si vous rajoutez de l'eau, vous rajoutez de H+. Donc vous avez une droite avec une certaine pente. Là pour le coup elle est négative. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Imaginons, regardez, si j'entoure les espèces de I3-, d'accord, donc notamment à droite de... Alors attendez, je vais reprendre aussi cette courbe-là, attendez. Donc, je vais faire un copier. Hop. Voilà, donc vous voyez qu'en entourant les différentes espèces de l'iode, enfin de I3-, on se rend compte que pour le coup, si j'assure en rouge les domaines stables de I3-. Donc j'ai ce domaine-là. D'après la courbe qui est horizontale, j'ai aussi ce domaine-là. Et j'ai aussi tout le domaine qui est en dessous de cette courbe qui est horizontale, donc ici. Tout ce que j'ai haché en rouge sont les domaines théoriques de stabilité de I3- en prenant en compte les équations. Qu'est-ce que vous vous rendez compte là? Vous vous rendez compte que I3- et I3- pour un pH donné ont des domaines disjoints à partir de ce point-là. D'accord? Donc à partir du point bleu, pour un pH supérieur à 8,3, I3- a deux domaines disjoints. Donc, ce que ça veut dire, c'est que I3- ne peut pas exister, ce n'est pas possible que I3- existe pour un pH supérieur à 8,3. Donc, il va réagir avec lui-même pour donner des espèces qui ont un domaine commun. C'est-à-dire ces espèces-là. Vous voyez bien, IO3- et I- ont un domaine commun. Eux, ça pose pas de problème. Donc, I3- va réagir avec I3- pour donner IO3- et I-. Donc, pour éviter d'avoir ce type de graphe où tout peut se superposer aux autres, on simplifie le graphe. Vous voyez, à droite, là, vous avez le graphe simplifié. Jusque un pH 8,3, vous avez le même graphe qu'à gauche. Donc, vous voyez, là, ça s'arrête là. À partir de ce point-là, il faut enlever les parties non possibles. Donc, notamment, IO3- et I-, et ça donne exactement ce graphe-là. D'accord? Donc, cette pente-là, ici, il faudrait le calculer avec ce couple qui est en haut à droite. Quelqu'un peut se mettre en mute, là, j'entends un bruit à chaque fois. Donc voilà le graphe, notamment. Alors, quand vous avez ce point-là, ici, très souvent, on va vous demander d'interpréter ce qui se passe en ce point. Quand vous avez ces points en triangle et qui se recoupent pour donner autre chose, c'est ce qu'on appelle ici, ça veut dire que IO3- se dismute. Il y a réaction de dismutation en ce point-là. Réaction de dismutation. Oui, Paul? Oui, enfin c'est pour IO3-, j'ai pas compris pourquoi plus 5. Enfin, c'est le 5 que je comprends pas. Parce que O, le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est -2. On a 3, donc ça fait -6. Et comme ça doit être égal à -1, ça fait 6 -1. Ah d'accord. Alors, si on devait écrire... oui, Clément? Juste par rapport à I-, on le retrouve pas au même endroit dans les deux graphes. Dans le graphe de gauche, on voit que justement, après la réaction entre I3- et I3-, il y a I- qui apparaît. Mais ça, on le retrouve pas dans le graphe de droite. Tu parles de ce I- qui est là? Oui. Oui, mais alors pour le coup, il faut déterminer aussi... Parce que là, on a tracé que les courbes en rouge ici. Mais il y a le troisième couple à prendre en compte. Ah, ok. Ouais. Et ce couple-là, il aurait fallu mettre sa droite aussi dans le graphe. D'accord? Et en fait, on aurait trouvé cette équation-là, en fait. En fait, on aurait pu aussi montrer que ce point-là, si on continuait, il y aurait aussi des domaines disjoints. D'accord.
Merci. Alors, on va d'ailleurs marquer la réaction de dismutation. Juste en dessous. Donc, ça serait par exemple 3 I3-. Alors ça, c'est après égalité. Hein. Enfin, après équilibre de la réaction. 6H-, parce que ça se fait en milieu basique. Donc, on va mettre H-. IO3-, plus I-, plus 3H2O liquide. Donc, dans ce sens-là, c'est la dismutation. Et dans l'autre sens, c'est ce qu'on appelle la médiamutation. Donc, gardez en tête ce mot de dismutation, hein, ça revient très souvent. C'est-à-dire que quand vous avez ce graphe-là, notamment vous verrez pour l'eau de Javel, vous avez cette dismutation. Donc, le mot est à connaître. Hein. On ne vous demandera pas plus. Dismutation, retenez que la dismutation, c'est l'espèce qui réagit avec elle-même, éventuellement avec d'autres, ici H-, mais en tout cas, c'est une réaction de l'espèce sur elle-même. D'où le 3I3-. D'accord ? Alors, dernier cas particulier, qui est assez rare en soi à l'écrit, et pourtant, en pratique, on l'utilise, on l'a déjà utilisé plusieurs fois, c'est le cas du cuivre. D'accord ? Le diagramme EPH du cuivre. Alors, regardez l'annexe. Hop. En attendant, je vais rechercher l'annexe. Hop. Ok. Enregistrer. Voilà, c'est ici. Alors, pour le coup, voilà toutes les espèces si on devait superposer tous les graphes en faisant le diagramme de situation qu'on a fait pour le faire et on fait les différents calculs. Alors, qu'est-ce qu'on se rend compte ? On voit, d'ailleurs, il y a CU+, CU, CU2+, on a cette chose-là, on a CU2O solide, CuH2, CuO2 et voilà. Donc en gros, on écrit absolument tout. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on remarque sur ce graphe-là, si on devait travailler sur les graphes superposés, que pour un pH inférieur à 3, Cu+, et CuO2, Cu2O plutôt, pas CuO2, se dismutent. Pourquoi ?